L'informatique, depuis 1980, avec l'avènement du micro-ordinateur, a essayé d'atteindre tous les niveaux, et en particulier ceux du savoir. Ça veut dire que, à travers cette révolution, l'information circule de manière très rapide. Donc, l'élève, qu'est-ce qu'il recherche? Il peut rechercher un cours, il peut rechercher un savoir, il peut rechercher éventuellement un dictionnaire, il peut utiliser une calculatrice. Tout peut être inclus dans une petite tablette qui pèse un peu plus d'1 kilo et qui a les capacités des ordinateurs les plus puissants d'il y a à peu près une 40 ans. Très bien. On va essayer de revenir sur l'apport des TIC tout à l'heure. Alors, commençons maintenant avec l'école proprement dite. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a unanimité sur la définition de l'école de demain? Il y a plusieurs acteurs qui interviennent dans votre secteur. Est-ce que tous sont, on va dire, dans le même objectif, dans le même cap? Bon, à titre d'exemple, ce que je voudrais éventuellement dire, c'est que, vu le nombre d'élèves que nous avons 8 300 000 élèves qui sont encadrés par plus de 420 000 enseignants, bien sûr, qui viennent d'horizons différents. Et il y a ceux qui sont très jeunes, donc qui sortent des universités, et ceux qui sont proches de la retraite et qui ont suivi des formations au sein des instituts de technologie. Ça veut dire qu'il y a une différence entre les deux générations, puisqu'il y a actuellement 2 générations au sein de l'école. Et donc, ceux qui sont jeunes s'investissent dans l'outil informatique. Et ceux qui sont âgés ne peuvent pas, enfin, ou bien ne veulent pas, parce que souvent... Conflit de génération? Ce n'est pas un conflit de génération. À chaque fois que l'être humain se trouve devant une innovation, il a une appréhension. Et donc, c'est le recul devant ce qu'on ne connaît pas. Alors qu'il suffit de faire un petit bond. Aujourd'hui, tout le monde peut apprendre l'outil informatique, même ceux qui ont, je dirais, 80 ans, peuvent apprendre l'outil informatique. Parce que l'outil informatique aujourd'hui ne repose pas sur la programmation, il repose sur les gestes quotidiens que nous faisons régulièrement. Et surtout la volonté d'y arriver. C'est ça. Alors, Abdellatif Baba Ahmed, nous allons dans un premier temps parler d'un certain nombre de points dans votre politique au département de l'éducation nationale. Et puis nous allons revenir sur des petits détails qui intéressent les élèves, qui intéressent les parents. Et d'ailleurs, je suis sûr que les élèves ont plein de questions à vous formuler à la fin de cette émission. D'abord, j'aimerais commencer par la réforme. Et je veux savoir aujourd'hui, elle en est où? Elle est finie, elle est achevée, elle est en cours, depuis le temps qu'on en parle, où en est véritablement la réforme? Puisque maintenant, on a entendu parler de réformer encore la réforme. Alors, qu'est-ce qui se passe au juste? Bon, brièvement, je dirais que la réforme a été initiée ou pensée durant les années 2000-2001. Et elle fait partie du programme du président de la République. Elle a été adoptée lors d'un conseil des ministres en 2002, en avril 2002, et donc est adoptée comme le programme du gouvernement, et elle a été appliquée dès la rentrée 2003-2004. Ça veut dire, ça fait exactement 10 ans que la réforme a été lancée. Bon, cette réforme avait plusieurs objectifs, parmi lesquels, d'ailleurs, l'un des points que visait la réforme, c'était l'introduction de l'outil informatique, parce que, avec l'avènement du XXIe siècle, il y avait la mondialisation et la généralisation de l'outil informatique.
Alors, il y avait deux possibilités. Soit on adhère à cette approche, donc aller utiliser cet outil et le maîtriser, ou bien rester en marge de ce développement technologique et donc ce qu'on appelle aujourd'hui le fossé numérique qui se creuse entre les pays développés et les pays en développement. Donc cette réforme a actuellement été appliquée durant le palier du primaire, donc pendant les 5 années, ensuite 4 années pour le cycle du moyen. Et ce que nous avons essayé de faire depuis mon arrivée à la tête du secteur, je vous dis, je ne rencontre pas un parent d'élève qui ne me donne pas ses appréciations et qui ne décrit pas cette réforme. Pratiquement. Positivement ou négativement? Enfin, bon, négativement, par exemple, bon, on dit que le cartable est trop lourd. On dit que les programmes sont chargés, on dit que les horaires ne sont pas adaptés, on dit, mais ce sont pratiquement des reproches qui seraient possibles de pouvoir régler sans chambouler le contenu des programmes. Alors, oui, continuez. Si vous voulez, nous avons essayé de faire un bilan d'étape, je l'appelle un bilan d'étape, de ce qu'on appelle l'enseignement obligatoire, c'est l'enseignement de l'âge de 6 ans jusqu'à 16 ans, donc qui couvre le primaire et le moyen. Ce bilan d'étape, ce que nous avons mis comme 4 axes à étudier ou bien à évaluer, puisque l'évaluation doit faire partie à chaque fois qu'on fait pratiquement une avancée dans un secteur, on devrait faire un bilan d'étape pour corriger le cap si on s'est un peu égaré de l'axe qu'on s'est défini. Alors pour le moment, lorsque vous faites ce bilan? Alors nous avons mis 4 points, disons, et qu'on a introduits au niveau de la base. D'abord les programmes, le premier point. Deuxièmement, ce sont les moyens pédagogiques qui sont mis au niveau de l'école pour pouvoir permettre à l'élève et à l'enseignant d'assurer ou de faire un enseignement correct. Nous avons aussi introduit l'outil informatique et dans l'enseignement et dans l'administration. Parce que lorsque vous avez un très grand nombre d'enseignants, il est inimaginable de pouvoir gérer une administration sans ordinateur. Aujourd'hui, alors les points qui sont les plus utilisés, la gestion de la paie, du personnel, mais ce que l'on souhaite, c'est que l'administration aille un peu de l'avant pour pouvoir l'utiliser dans des méthodes pour optimiser les ressources humaines. Alors maintenant la réforme finalement, est-ce qu'on peut dire qu'elle est finie? On commence à ressentir les premiers résultats, les fruits ou pas encore? Est-ce qu'elle est en cours? Quand est-ce qu'on dira ça y est, on arrête la réforme, c'est fini, on commence maintenant la véritable école, l'école de demain? Alors, le 11 février, nous avons donc disons, nous avons lancé ce bilan d'étape le 2 février 2013. Et donc, au bout de 2 mois, nous avons pu recueillir les demandes ou les propositions de la base, donc au niveau des wilayas, ensuite des régions, ensuite au niveau national. Nous avons actuellement toutes les revendications qui ont été transmises de la base vers la tutelle. Et ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de hiérarchiser ces doléances. Et hiérarchiser, ça veut dire quelles sont celles qui peuvent être appliquées dès la rentrée prochaine, quelles sont
celles qui nécessitent des aménagements dans le manuel scolaire et qui nécessitent donc une année pour revoir le contenu du manuel et l'éditer, parce que c'est quand même une étape, et il y aura probablement des points qui nécessiteront peut-être 2 ou 3 ans. Et je dis, la réforme n'est pas encore terminée, puisque au niveau du lycée, nous n'avons pas encore les premiers élèves de la réforme qui ont fait les 9 années au niveau dans la réforme, sont aujourd'hui en première année secondaire. Donc il nous reste 2 années encore pour dire que nous avons appliqué la réforme durant tout le cursus. D'accord. Je repose peut-être ma question autrement. Il y a beaucoup aujourd'hui d'analystes, d'observateurs qui disent que l'élève algérien a été un cobaye, c'est-à-dire qu'on a expérimenté sur lui un certain nombre de systèmes qu'on ramène de l'étranger. Alors des fois c'est bon, des fois c'est moins bon. Quel est aujourd'hui votre commentaire? Est-ce qu'on peut considérer l'élève algérien comme cobaye? Sincèrement, je ne pourrais pas cautionner cette... dans chaque pays, je vous assure, dans chaque pays, les réformes sont souvent introduites en ne citant que des pays au nord de l'Algérie, des réformes qui sont revues tous les 5 ans. Bon, ça ne veut pas dire que ce n'est pas tout à fait une refonte totale des programmes, mais des ajustements, des ajustements. Et nous sommes obligés actuellement, je vais vous donner un exemple. En 2013, est-ce que quelqu'un, citez-moi un Algérien qui, en 2013, savait que, en 2003, savait que la tablette allait faire son apparition en 2013? On ne devinait jamais, peut-être. Jamais. En 2003, il y avait des micro-ordinateurs qui étaient performants, tout ce qu'on veut. Il y avait les premiers portables, les laptops, ce qu'on appelle les laptops. Mais le sens de la tablette, du e-book, le e-book est sorti en 2005. C'est c'est comme une tablette et qui peut contenir des centaines, voire des milliers de livres. Alors imaginez, vous allez en voyage, au lieu de trimballer avec vous pratiquement une dizaine de livres, c'est 1 kilo par livre, vous avez déjà un excédent bagage. Vous parlez de la tablette aujourd'hui. Est-ce que l'objectif est finalement de munir tous les élèves, les 8 millions d'élèves de tablettes? Si c'est le cas, c'est aux frais des parents. Je ne pense pas que ça doit être possible vu la cherté du produit, ou aux frais du ministère de l'Éducation. Quelle est au juste la stratégie? Parce qu'à chaque fois, vous parlez de... C'est vrai que c'est un outil qui est fantastique. On est tous éblouis devant les tablettes. Oui, ce que nous envisageons de faire, c'est d'abord d'essayer. Nous avons quelques sponsors qui acceptent et qui nous sollicitent pour nous accompagner gratuitement, je dis bien gratuitement, pour faire des essais au niveau d'un certain nombre d'écoles à travers le pays. Ce sera des écoles pilotes. Ça sera des écoles pilotes. Et nous, au début, nous avons pensé à la tablette comme étant un moyen pour pouvoir alléger le cartable. Et c'est peut-être l'un des meilleurs moyens, on verra peut-être tout à l'heure, d'autres possibilités qui peuvent être un peu plus réalistes. Mais aujourd'hui, la tablette peut être utilisée comme un moyen d'apprentissage, donc pour que l'élève puisse l'utiliser. Bien sûr, il se pose enfin, je pense que... Il y a des problèmes pour la faisabilité. La faisabilité, d'abord, le coût. La tablette coûte entre 15 et 20 000 dinars aujourd'hui. Est-ce que c'est trop cher? Je dis que on va voir tout à l'heure, peut-être que je ne sais pas si on va parler peut-être des cours particuliers qui coûtent les yeux de la tête à certains parents. J'ai envisagé de poser cette question. Bon, mais bien sûr,
Nous, ce qu'on voudrait faire, c'est essayer de voir si ce moyen est efficace d'abord, avant de réfléchir au coût, avant de réfléchir. Et en informatique, il y a quelque chose qui est absolument certain. C'est qu'à chaque fois que vous avez un appareil d'informatique, vous pouvez être sûr que d'année en année, son prix va diminuer. Donc aujourd'hui, il y a une volonté manifeste du ministère de l'Éducation d'intégrer ces TIC de manière archi-permanente dans la stratégie d'avenir pour l'école de demain. Alors, ceci vient en complément de ce qu'on fait. Je peux vous assurer qu'actuellement, tous les lycées algériens sont dotés de moyens informatiques. 50%. Peut-être la question qui se pose, est-ce qu'ils sont vraiment bien utilisés? Est-ce que les enseignants les utilisent à bon escient? Ils sont utilisés. On peut en discuter, ils sont utilisés. Il y a des enseignants. Je peux vous assurer qu'il y a de jeunes enseignants qui sont vraiment à jour avec les connaissances des savoirs technologiques et qui, souvent, je vous assure qu'ils font même des manipulations. Ça relève peut-être de la volonté de l'enseignant lui-même. Homogène. Voilà. On ne peut pas dire ça pour la totalité. Mais je pense qu'il peut y avoir un effet d'entraînement. Il suffit de pouvoir peut-être encourager ces jeunes pour qu'ils puissent tirer vers le haut cette technologie. Très bien. Alors, je reste avec le symposium, l'école de demain. Et la semaine dernière, j'ai personnellement été saisi par l'analyse d'un expert étranger. Alors, il parle d'une école, tenez-vous bien, où les notes n'existent pas. Oui. Une autre où les salles de classe n'existent pas. Oui. Une école où le redoublement n'existe pas. Oui. Une autre encore où le ministère de l'Éducation n'existe pas, Oui. carrément, je ne vous vise pas, ne vous inquiétez pas, mais c'est comme ça. Et puis une école où l'utilisation d'Internet est tolérée pendant l'examen. Vous avez bien entendu, l'utilisation d'Internet tolérée pendant l'examen. C'est des modèles scandinaves, coréens, des modèles un peu qui existent de par le monde, des écoles qui ont réussi, qui ont donné de bons résultats. Alors aujourd'hui, tout cela, ça existe chez nous. Est-ce qu'on peut dire que notre école est archaïque, elle est rudimentaire, ou comment on envisage de faire les choses? Bon, moi je vous dis, par exemple, dans le travail, il y a le télétravail. Il n'y a pas un métier aujourd'hui où vous n'avez pas le mot téléenseignement, télétravail. Il y a des gens qui ne vont pas à l'usine ou bien ils travaillent chez eux. Ils ne se déplacent pas. Vous avez en Inde, actuellement, les hindous sont forts en programmation, l'élaboration de logiciels. Ils sont en Inde et travaillent pour des firmes américaines à partir de l'Inde. Et donc, imaginez une école pratiquement sans structure physique, c'est tout à fait envisageable. Bon, bien sûr, je pense... Les classes, les notes. Les notes, oui, si vous voulez... Aujourd'hui, l'élève, il ne s'intéresse qu'à la note. Il a un 15, il est tout heureux, il a un 10, il n'est pas heureux. Malheureusement, parce que nous avons hérité un système qui est basé sur... donc, nous avons été, disons, colonisés par un pays. On a le système français qui circule toujours. Oui, qu'on le maintient et qu'on perpétue de manière... bien sûr, il faut dire aussi que ces pays... Moi, je vous dis, vous parlez de la Scandinavie. Justement, alors, la référence aujourd'hui pour l'école algérienne. Scandinavie, Corée du Sud, quel est notre modèle? Quel est le modèle auquel on souhaite ressembler à l'avenir? Actuellement, la Finlande est le pays, du point de vue école, et le modèle mondial, elle est classée parmi les premiers pays dans le domaine de l'école. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que la Scandinavie n'a jamais connu de guerre mondiale. Je vous assure, j'ai visité une bibliothèque,
qui a plus de 5 siècles en Suède. On vient de fêter, on est encore en train de fêter le 50e anniversaire. Ça veut dire qu'on ne peut pas se comparer, disons, calquer le modèle qui se fait actuellement dans un pays aussi développé. Je dis bien, la Finlande, pour ne citer que ce pays, la population de la Finlande, nous l'avons à l'école. Nous avons plus d'élèves à l'école que toute la population. Donc, ce sont des paramètres. Nous avons aussi, au lendemain de l'indépendance, nous avions un taux d'analphabétisme et parmi les premiers pratiquement objectifs de notre pays, c'était de vaincre l'Ommiya. Pratiquement, nous avons fait un effort considérable. Aujourd'hui, vous avez 98% des élèves en âge d'aller à l'école sont à l'école. Et les efforts qui ont été faits par notre pays, je peux vous assurer qu'il n'y a pas un pays qui a fait cet effort. Non seulement l'enseignement est gratuit, mais toutes les mesures d'accompagnement, y compris le transport, y compris la cantine, y compris le manuel scolaire, pour les populations déshéritées, bénéficient gratuitement de ces mesures d'accompagnement pour pouvoir suivre une scolarisation dans de bonnes conditions. Alors, il y a un titre qui avait attiré mon attention dernièrement, une école en noir et blanc dans un monde en couleur. Est-ce qu'aujourd'hui l'école algérienne est dans cette situation, honnêtement? Vous savez, si vous connaissez un peu le domaine de la photo, les artistes dans la photographie préfèrent le noir et blanc. Utilisent le noir et blanc. Oui. Ça veut dire qu'on peut utiliser sur le plan esthétique. C'est ça. On peut utiliser ce qu'il faudrait, ce que nos jeunes enfants doivent apprendre, c'est de pouvoir apprendre à apprendre d'abord, de pouvoir utiliser ou d'adapter ce qu'ils ont étudié dans des circonstances qui n'ont jamais été enseignées à l'école. Donc c'est ça ce qu'il faudrait peut-être éveiller chez eux. Et je pense que nous avons un pays qui est doté d'enfants. Tabarakallah, vous avez devant vous un panel d'enfants et qui, je suis certain, parmi eux, il y aura des médecins, des pilotes, des pharmaciens et pourquoi pas des ministres. Hein. J'ai demandé tout à l'heure en rentrant qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie. Un jeune m'a répondu qu'il voulait devenir ministre. Et donc, je suis sûr que si on a un objectif et si on essaye de travailler, je m'excuse d'utiliser le terme donc il suffit de travailler pour pouvoir réaliser cet objectif. Et donc ce qu'on doit apprendre, et c'est dans la loi d'orientation de notre système éducatif, c'est pratiquement apprendre à l'élève à fournir l'effort. Très bien. Alors, l'école publique, l'école privée, ça fait des années que ce débat existe. Nous avons sur ce même plateau des écoles, des élèves issus aussi bien des écoles publiques que des écoles privées. Aujourd'hui, les parents sont souvent indécis lorsqu'il s'agit d'inscrire leurs enfants dans une école publique ou une école privée. Est-ce que ce débat a vraiment le mérite d'exister en Algérie? On le voit dans certains pays, il y a les deux. Mais le débat ne fait pas autant de polémique. Chez nous, ça fait des années qu'on en parle et on n'arrive toujours pas vraiment à... Quelle est aujourd'hui la stratégie, quel est aujourd'hui l'avis du ministère de l'Éducation nationale à propos de ce paramètre public-privé? Bon, d'abord, je pense que la loi d'orientation a ouvert le champ pour l'investissement dans l'école. Donc, il y a des écoles, des CEM ou des lycées privés. Je peux vous assurer, là aussi, vous pouvez avoir un lycée qui a de très bons résultats
et un lycée qui peut être... je pense que si celui qui se lance dans un projet de lycée, et un projet de lycée en étant lui-même convaincu qu'il aime le métier d'enseignant. Très bien. Je vous assure qu'il arrive à obtenir de bons résultats, 100% pour le passage de la 5e année en première année moyenne, ceux qui arrivent à avoir un taux un peu plus élevé que ceux des écoles, de la moyenne de l'école publique, et même au lycée, nous avons des lycées privés qui arrivent à obtenir de bons résultats. Ça veut dire que partout, je pense qu'il peut y avoir soit des gens qui investissent parce qu'ils aiment ce qu'ils font, donc ils aiment l'enseignement, et je pense que ceux-là pourront réussir et pourront former des cadres et ne seront pas critiqués par le secteur. Par contre, il y a d'autres, je suppose, qui sont là pour essayer de faire des gains. Et maintenant, c'est aux parents d'élèves. Il y a effectivement des parents d'élèves qui ne sont pas convaincus des résultats d'un établissement privé et qui ramènent leurs enfants d'un établissement privé vers un établissement public. Ou le contraire. Ça veut dire qu'actuellement, il y a vraiment... Les deux doivent être complémentaires. Oui. Ce n'est pas vraiment le cas, il faut le dire aujourd'hui. Bon, il y a vraiment une distance entre les deux. L'école privée, actuellement, nous avons 0,51% des élèves qui sont dans les écoles, enfin, tout palier confondu. Donc c'est infime. C'est 1,5%. C'est infime. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas faire de véritables statistiques. Et la majorité, je dis bien, la majorité de ces écoles privées, ou CCEM privées, lycées privés, sont implantées dans les grandes villes. En particulier, Alger, il y a presque la moitié, et le reste se trouve dans les 3 ou 4 grandes villes à travers le pays. Bon, peut-être il y a aussi une question de moyens, mais les écoles privées restent encore, je pense que c'est un domaine qui reste pas très développé. Très bien. Alors, je vais m'intéresser à un certain nombre de points qui intéressent bien sûr les élèves et notamment les parents. Alors, la double vacation, elle est toujours pratiquée dans certaines écoles, notamment les écoles des grandes villes. Vous avez parlé de 25 000 établissements scolaires établissements à travers tout le pays. Nous avons 18 000 écoles primaires, 5 000 CEM et 2 000 lycées. Alors, cette double vacation, quand est-ce qu'elle va définitivement s'arrêter? Bon, la double vacation existe encore. Il y a 15% à 16% encore d'écoles qui fonctionnent avec cette double vacation. Ça pose problème, il faut dire, aussi bien pour les enseignants que pour les élèves. Bon, ça pose effectivement un problème. Dans les grandes villes, c'est supportable. Enfin, je ne dirais pas acceptable, j'ai dit supportable. Vous parlez des moyens de transport? Oui, parce que l'enfant n'est pas très loin dans une ville. S'il doit être transporté, s'il habite loin de l'école. Mais je vous dis sincèrement, nous sommes en train de faire un effort considérable avec les Wali pour pouvoir livrer le plus rapidement possible les établissements qui sont en cours de construction. Même si c'est le cas, est-ce que le problème va toujours résider dans les grandes villes? Je parle notamment d'Alger. Je peux vous assurer que ceci peut être résorbé en 1 ou 2 ans. Pour qu'on n'en parle plus de cette double vacation. D'accord. Alors, la question des cours particuliers, le phénomène prend de l'ampleur. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignants qui profitent. Ça a même pris une tournure commerciale, il faut le dire. Est-ce que votre département envisage un peu de gérer ce dossier des cours particuliers? D'abord, je donnerai mon impression concernant ce phénomène. Moi, je dis, si un enseignant, quand il rentre en classe, il fait tous les efforts pour pouvoir enseigner du mieux qu'il peut,
pour donner tout ce qu'il sait à l'élève. Bon. Il se pourrait que, à travers, enfin, dans la classe, il y a, autour de la courbe de Gauss, il y a des élèves qui sont en dessous de la moyenne, il y a la majorité sont autour de la moyenne, et il y a ceux qui sont un peu au-dessus de la moyenne. Donc, si l'enseignant, il y a donc les élèves qui ont des difficultés à pouvoir assimiler rapidement. Si cet enseignant, ce sont les élèves, je dis bien, ou leurs parents, pour des élèves qui ont des difficultés à assimiler en classe, viennent demander volontairement à l'enseignant de leur assurer des cours, ça veut dire que vous avez un élève qui peut saisir une notion rapidement, il y a un autre élève qui nécessite un peu plus de temps, donc, et l'enseignant est obligé de travailler avec les élèves moyens. Donc, si c'est le cas, moi, à la limite, je considère que c'est... Mais dès lors que l'enseignant détourne ses élèves... Il détourne ses élèves, d'abord, s'il ne fait pas l'effort suffisant à l'école. Et s'il demande à l'élève, si vous voulez... si vous voulez... Vous améliorer dans telle ou telle matière. Vous venez enfin, chez moi, ou là dans un local à l'extérieur. Moi, je trouve ceci, le qualificatif, je préfère ne pas le donner. Scandaleux. Je ne dirais pas scandaleux, je dirais à la limite inacceptable. Mais ce que à travers ce plateau, ce que je voudrais dire, c'est essayer d'éveiller un peu la conscience et la morale de ces enseignants. Bon, heureusement, ce n'est pas la majorité. Il existe, parce que nous avons des informations, il existe, heureusement, dans certains villages reculés, où les enseignants font des cours particuliers gratuitement. Du bénévolat. Du bénévolat. Et donc, ces enseignants, il faudrait les saluer, et je les salue à travers ce plateau. Et donc, dans la vie, vous avez toujours enfin, les enseignants ne sont pas tous identiques. Les doigts de notre main ne sont pas identiques. Mais c'est clair qu'on ne généralise pas, on est en train de parler de cas particuliers. De cas particuliers. Et nous, pratiquement, ce qu'on souhaite, c'est que ces enseignants puissent penser aux parents d'élèves qui ont un faible revenu. Si vous avez un parent qui est aisé, peut-être que 10 000 ou 15 000 dinars par mois ne le gênent pas du tout. Mais si vous avez un parent d'élève qui touche enfin, 1, 2 fois ou 3 fois le SMIC, je ne sais pas s'il va être en mesure de pouvoir assurer à son enfant ce type de dépenses qui viendront se faire au détriment, sachant que chaque parent, plus il est, disons, dans le besoin, plus il a envie que son enfant arrive, puisse faire des études. Très bien. Alors, les horaires, c'est une question qui est posée par un téléspectateur sur notre boîte question d'actu @entv.dz. Les horaires, certaines écoles terminent trop tard et je pense qu'il parle des écoles qui ont justement cette double vacation. 17 h, l'hiver il fait déjà nuit. Est-ce que vous prévoyez éventuellement un réaménagement des horaires pour la rentrée prochaine? Bon, si c'est à l'école primaire, effectivement, ces horaires apparemment, il parle du primaire. Sont pratiquement un enfant pratiquement a des difficultés à pouvoir, il est beaucoup plus disponible, enfin, ou bien dans ses capacités totales le matin plutôt que l'après-midi s'il doit sortir à 17 h. Par contre, un élève du CEM ou bien du lycée, s'il sort à 17 h, malheureusement, c'est vrai qu'en hiver,
Nous avons, dans certaines villes, hein, plus vous allez à l'est, plus ceci est avéré. Pratiquement à 17 heures, il fait presque nuit. Hein. À Alger, c'est 17h20 ou les journées les plus courtes, vous avez 17h15, 17h20. Et donc, cela constitue effectivement un problème pour les enfants, en plus du fait que ces enfants ne soient pas en mesure de pouvoir être réceptifs à cette heure-ci. Alors justement, je rebondis sur le programme aujourd'hui des élèves. On entendait tout à l'heure des élèves à la sortie de leur lycée dire aujourd'hui avec notre programme, on n'arrive pas à avoir des activités extrascolaires. Celui qui a envie de faire du sport, celui qui a envie de faire de la musique ou n'importe quelle autre activité. Alors aujourd'hui, est-ce que l'école peut s'adapter à un certain nombre d'activités extrascolaires? Parce qu'avec les horaires, c'est vrai que c'est très difficile pour un élève de 12-13 ans de se concentrer à l'école et d'avoir une autre activité. Bon, effectivement, peut-être qu'au niveau du CEM, les horaires restent encore un peu chargés. Un élève du CEM peut sortir à 17 heures. Et donc, maintenant, les activités sportives. Moi, je vous dis, dans un pays que je ne citerai pas, vous pouvez le citer, hein, au Japon, je vous assure que vous avez des élèves et des étudiants qui sont en salle de sport jusqu'à 22 heures. Alors, tenez-vous bien, 22 heures, ils vont chez eux, ils dînent et le lendemain, ils se réveillent à 6 heures du matin pour pouvoir être au travail. Ça veut dire que c'est véritablement la course contre la montre. Bon, mais on parle du Japon. Déjà, même les Européens, ils ont du mal à suivre les Japonais. Mais ce que je voudrais dire à travers, c'est que je pense que les activités sportives sont souhaitables. Bon, ils ont le mardi après-midi. Bon, ils ont le samedi toute la journée. Bon, on verra si à travers les doléances que nous avons, parce que nous avons reçu des propositions à travers c'est les parents d'élèves, ce sont les enseignants, nous allons essayer de les fusionner et voir si... Alors, vous parlez de repos, ça tombe très bien, je rebondis aussitôt. Aujourd'hui, les spécialistes qu'on écoute sur l'éducation nationale vous disent 6 semaines, 8 semaines, ça suffit amplement. Alors qu'en Algérie, on sait, on arrête souvent, j'ai envie de dire, l'école au mois de juin. Lorsqu'il y a des élections, c'est pire, c'est carrément au mois de mai. Alors, un élève qui reste 3 mois, 4 mois, voire 5 mois sans étudier, je pense qu'il y a un problème de reprise. Bon, vous avez... D'abord, nous sommes obligés d'unifier pratiquement les points de vue d'un pays qui est très vaste, qui fait 5 fois la superficie de la France. Vous avez 2h30 pour aller d'un point à un autre. Et donc, lorsque vous prenez le sud, par exemple, au sud, il devient très difficile de pouvoir étudier, même à partir de avril, je dirais. Hein. Bon, bien sûr, il n'est pas question de pouvoir arrêter l'école en avril. Il y a 2 possibilités. Soit on réaménage les heures. Peut-être, c'est ce qu'on envisage de faire. C'est la répartition des vacances, donc nous sommes en train de réfléchir à cette possibilité et permettre vraiment aux élèves du Sud de pouvoir aussi faire des études et faire le même volume horaire. Parce que... Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui, par exemple, qu'une classe dans le Sud commence à 6 heures du matin? D'autant plus que tous les gens du Sud sont matinaux, ça tout le monde le sait, et terminer par exemple à 10 heures, 11 heures. Pourquoi ne pas réadapter carrément les horaires pour le Sud, où la chaleur est torride? Bon, c'est la question que nous sommes en train d'étudier, mais entre 10 heures, c'est vrai, par exemple, dans cette... Et reprendre le soir, vers 17 heures, 16 heures, après l'Asr. Après 4h30, 5 heures, c'est ce que font les gens du Sud, les commerçants, Mais un élève, vous avez d'abord le transport. Il est soumis généralement aux aléas du transport. Ça veut dire que vous devez le transporter, le ramener chez lui
Parce qu'il est difficile de pouvoir le garder de 10h30, 11h, mettons de 11h jusqu'à 4h. Ça fait 5 heures de temps. Donc, nous sommes en train de réfléchir et aux horaires, aux vacances éventuellement adaptées selon les régions, mais rapidement. Au sud, on envisage probablement, et on va voir si les pédagogues sont d'accord avec cette proposition, une semaine pour le sud, une semaine pour les vacances d'hiver, une semaine pour les vacances de printemps, et ces 15 jours seront défalqués de... Donc il y a possibilité de réaménager les vacances pour la rentrée prochaine? Mais bien sûr. On pourrait même éventuellement donner à chaque direction, à chaque wilaya, éventuellement, la possibilité, c'est tout à fait possible. D'accord. Alors, pour les dates maintenant, aussi bien des vacances, mais aussi de la reprise, on n'a pas des dates précises. Tantôt c'est le début septembre pour la reprise, tantôt c'est la mi, des fois même on a eu une fin septembre. Les vacances aussi, on n'en sait pas. Dernièrement, c'était une date, ensuite c'était reculé. Aujourd'hui, il y a tout un amalgame sur ces dates. Est-ce qu'on ne peut pas avoir définitivement des dates claires et qui sont répétées d'année en année? Sauf quand il y a des... Je conçois un mois de Ramadan qu'il faut éventuellement réaménager avec les horaires, etc. Mais dans l'absolu, est-ce qu'on ne peut pas avoir des horaires précis? Bon, des dates précises. Effectivement, le mois de Ramadan était pratiquement, et surtout l'Aïd qui venait se positionner vers le début septembre. Maintenant, il est en été, le problème ne se pose plus. Il est en été, mais je pense que 2 mois de vacances officielles, hein, je dis bien officielles, si on ne compte pas le mois de juin. Vous parlez de juillet-août? Juillet-août. Je pense que ce sont 2 mois qu'on pourrait accorder... Et une rentrée vraiment début septembre? Début septembre. Et non pas la mi ou à la fin? Début septembre. Très bien. Alors, la question des cantines et du transport scolaire. Ailleurs, c'est clair, c'est les collectivités locales qui gèrent. Donc les APC, ce n'est pas le cas chez nous. Ça reste souvent du ressort du ministère de l'Éducation. Qu'est-ce qui se passe au juste? Comment vous envisagez de prendre en charge ce dossier vraiment compliqué à gérer? Non, je vous dis, pour les cantines et le transport scolaire, il y a pratiquement le ministère des Finances, le ministère de l'Éducation a la dotation. Vous pensez finances? Oui, voilà. Finances. Donc la dotation financière est affectée au ministère de l'Éducation, donc c'est une enveloppe. Mais pour le transport et pour la cantine, par exemple, ce sont les APC qui gèrent l'école. L'école primaire appartient à l'APC. Donc, toute sa gestion, d'ailleurs, nous, on est obligé souvent de faire des efforts pour aider quand l'APC est pauvre, n'a pas de revenus. Justement, ce n'est pas toutes les APC qui sont munies de cantines. De pouvoir, c'est ça. Donc, et le transport, le transport, on est obligé de faire appel au ministère de la Solidarité, par exemple, pour essayer d'avoir des bus. Nous, on n'a pas la possibilité d'acheter, sinon on est obligé de faire appel au ministère des Finances pour nous aider à une dotation, mais on n'est pas les gestionnaires de cette... des écoles. Et ça ne risque pas de changer apparemment. C'est un peu compliqué parce qu'il y a plusieurs secteurs qui interviennent. Je vous dis, c'est 18 000 écoles primaires et je ne sais pas si vous connaissez des zones reculées. On a des écoles où il y a une seule classe. Une classe multiniveau. Alors là, c'est encore un enseignement spécifique. Dans la même classe, vous avez la première année, la deuxième année, la troisième année, et l'enseignant est obligé d'enseigner pour les différents niveaux. Bien sûr, ça nous semble peut-être difficile, mais la nature fait bien les choses. Les enfants apprennent pratiquement, c'est comme les enfants qui sont au sein d'une famille, chacun aide celui qui est plus jeune que lui. Donc, cette façon de faire est utilisée parce que souvent, l'école est dans un endroit reculé. Vous avez, je cite, le Grand Sud, hein, et les populations qui sont
pratiquement n'ont pas de repères fixes. Hein, et donc, nous gérons des écoles qui sont vraiment dans des endroits reculés. Alors, une autre question, et c'est ma dernière, avant de céder la place à tous les élèves qui sont avec nous ce soir. Elle concerne l'école normale. Alors, beaucoup d'enseignants que je rencontre ces derniers temps regrettent cette école normale. Ils me disent c'était une école tellement célèbre, tellement prestigieuse, des sommités sont sorties de cette école. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut envisager, parce que malheureusement le constat est fait, aujourd'hui elle n'est pas ce qu'elle était, est-ce que cette école normale peut retrouver, si je puis m'exprimer, son âge d'or? Je vous poserai la question, est-ce que c'est l'école normale ou bien l'école nationale? Parce que c'est l'école normale supérieure. Supérieure, tout à fait, qui forme les enseignants. Qui forme les enseignants. Bon, d'abord, je devrais dire que ces écoles dépendent du ministère de l'Enseignement supérieur, puisque c'est la formation post-bac. Mais c'est les enseignants qui seront en face des élèves qui dépendent de vous. Bon, ces écoles le nombre a augmenté ces dernières années. Ces écoles continuent, à ma connaissance. Hein, je prends l'école la plus connue, celle de Cuba, celle qui forme en sciences exactes, celle de Bouzeria qui forme dans les langues. Je pense qu'actuellement, ils continuent à former. Pour le ministère de l'Éducation nationale, nous, c'est le premier réservoir dans lequel on puise nos cadres. Mais malheureusement, je donne l'exemple de l'année dernière, nous avions 16 000 postes. Ces écoles normales n'ont pu nous donner comme enseignants à peine 2700-2800 enseignants qui sortent des écoles normales. Donc il y a une offre qui n'est pas très élevée. Disons, le nombre de cadres qui sont formés, bien sûr, c'est parce que ce sont des écoles qui n'ont pas connu de nouvelles structures. L'école normale de Cuba n'a pas changé. Idem pour celle de Bouzeria. Idem pour celle de Bouzeria. Donc, ils continuent à former un nombre qui est très en deçà des besoins du ministère de l'Éducation nationale. Et de l'école d'aujourd'hui et de l'école de demain. Alors, j'en ai fini avec mes questions. Maintenant, place aux élèves qui sont avec nous. Je vais vous demander, bien sûr, de poser vos questions, qu'on va découvrir en même temps. Aussi bien vous que moi, je vais tout simplement leur laisser la chance de poser leurs questions de leur façon. Allez-y. Je vais vous demander, bien sûr, de vous présenter avant, à chaque fois. Bonsoir, c'est Bournan Amira, je suis en première AS, école Najah Al-Achour. Ma question est la suivante. Allez-vous, Monsieur le Ministre, donner plus d'accompagnement aux écoles privées agréées par l'État sur le plan d'accueil et pédagogie? Bon, les textes qui régissent les écoles ou CEM ou lycées privés. Bon, en principe, ils sont obligés de déposer une demande. Cette demande doit répondre à un cahier des charges. Et à notre avis, ce que l'on pourrait faire, par exemple aujourd'hui, c'est vrai que l'État donne des moyens pour pouvoir former les élèves dans le public. Je ne sais pas si j'ai bien saisi, est-ce que ça serait l'État qui pourrait donner plus d'agréments? Plus d'agréments? Moi, je vous dis, je peux vous assurer, si ce qu'on demande à l'école, c'est d'avoir, par exemple, la cour. Si c'est l'espace de récréation, des salles qui peuvent accueillir, il y a des surfaces à l'intérieur d'une salle dans une école primaire, elle fait à peu près entre 50 et 60 mètres carrés, vous avez maximum 40 élèves. Donc ça vous fait 1,5 mètre carré par élève. Donc ce sont des normes qu'il faudrait respecter.
Je sais que dans les écoles privées, en général, ils ont un nombre d'élèves qui est plus réduit par classe. Et donc, les classes peuvent être de 35 ou 40 mètres carrés. Mais je ne sais pas s'il y a réellement, moi je vous dis, si ces écoles ont ou répondent au cahier de charge, c'est un peu ça. Répondre au cahier de charge. Si elles répondent, il n'y a aucune raison pour ne pas leur donner l'agrément. Je vais vous dire, le secteur est ouvert pour les universités depuis à peu près 5 ans. Il n'y a, à ma connaissance, aucun privé qui a investi dans l'université. C'est vrai, parce que pour l'université, on demande les mêmes moyens. Ça veut dire qu'il faudrait avoir des équipements, si c'est dans la technologie, avoir des moyens. Et par contre, pour l'école primaire, je pense qu'il y a les conditions de sécurité qui sont régies par la protection civile, donc qui viennent visiter si, vous savez, vous ouvriez même souvent... Pour les issues de secours. Les issues de secours. Voilà. Les normes de sécurité. Mais à ma connaissance, je n'ai pas de cas où... Il y a un blocage. Un blocage. D'accord. Très bien. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Amachik Bouni, je suis en 4e AM à Bouzarea, collège Al-Khaïb Ben Ahmed. Et ma question est la suivante. Nous sommes 53 élèves dans ma classe. En tant qu'élève, je n'arrive pas à me concentrer et nos professeurs sont dépassés. Alors que suggérez-vous, monsieur le ministre, pour diminuer le nombre d'élèves dans les classes, dans les écoles publiques? Au lycée, vous êtes en quelle année? CEM, collège. En 4e AM. 4e AM. Bon, je vous dis, effectivement, il peut y avoir des surcharges dans certains CEM, mais vous avez à l'intérieur d'Alger, donc en plein centre d'Alger, vous avez des écoles ou des CEM qui n'atteignent même pas 20 par classe. Bon, c'est un problème réel, hein, effectivement. C'est aussi bien pour l'élève que pour l'enseignant. Donc, moi, je vous dis, je trouve, avec 50, je vous assure que c'est un nombre que je n'ai pas beaucoup entendu parler. Alors, on ne vous a pas dit toute la vérité, apparemment, monsieur le ministre. Vous découvrez des choses. C'est dans des émissions comme celle-ci qu'on dévoile un certain nombre de choses. La seule solution serait d'avoir éventuellement la solution, soit d'avoir des classes, souvent, dans un établissement, on rajoute des classes, parce que souvent, il est très difficile, comme Alger, de trouver une assiette pour pouvoir construire un établissement. Et donc, on ne peut pas construire d'établissement faute d'assiette foncière. Vous avez aussi, ce que je sais, c'est que au niveau d'Alger, il y a eu le centre d'Alger est en train de se vider puisque les gens habitent beaucoup plus dans la périphérie d'Alger. Vous avez de nouveaux quartiers, Babzouar, vous avez Birtouta, vous avez des cités de 10 000, 15 000 habitants. Et il n'y a pas eu de programme de construction d'établissements. Alors pour les écoles qui souffrent justement de ce problème de surcharge des classes, ils doivent vous saisir, venir vous voir quel est l'appel que vous leur lancez? C'est normal à 53. Vous me dites à Bouzarea, d'accord, je vais m'enquérir de cette situation. Alors, la petite jeune fille. Oui. Bonsoir. Qui est toute belle d'ailleurs avec son tablier rose. Oui. Je suis en 5e année primaire à l'école Boudjmaat Mimouahed à Draria. Donc moi j'ai 2 remarques. La première, c'est que je trouve que le programme est chargé. Ici on faisait un bilan à la fin du trimestre pour voir si on a retenu qu'est-ce qu'on a fait durant le trimestre. On trouve qu'on a retenu peu. Et la deuxième remarque, c'est que je trouve qu'on nous donne beaucoup de travail, beaucoup de devoirs à faire à la maison. Et on nous fait beaucoup d'évaluations durant le trimestre.
Et moi, personnellement, ça me met le stress. Très bien. Bon, alors, merci, programme c'est- chargé et trop de devoirs. Oui, trop de devoirs. Je vous dis sincèrement, ce sont des propositions qui ont été faites par lors de ce bilan d'étape. Et je vous promets qu'on essaiera de voir de plus près. Effectivement, il y a certains programmes qui sont peut-être trop chargés pour une année. Moi, je vous assure que j'ai même regardé certains manuels scolaires de la 5e année primaire. Et je trouve effectivement, à titre d'exemple, le livre de français, moi je dis, le livre de français de 5e année primaire, si on s'en sert, par exemple, en 3e année moyenne, mais il faudrait qu'il le maîtrise. Hein, Une bonne base. une bonne base. Moi, je pense que ça serait un critère, disons, que chaque élève doit connaître au niveau de la 3e année moyenne. Ça veut dire que pour quelqu'un qui est un enfant qui fait donc 3 années de français, et de surcroît, bon, la petite fille semble être d'un milieu Plus ou moins. qui utilise La langue française. le français. Mais ceux qui, par exemple, sont issus d'un milieu où les parents ne parlent pas du tout français, je pense que c'est difficile pour eux ce niveau. Et donc, je vous promets que vos Et les devoirs propositions... Et les devoirs? Moi, Bon, le les devoir, devoirs aussi, moi je vous dis, elle dit qu'elle est stressée. Bon. stressé. Oui. Ouais. Bon, le stress, souvent, c'est que le stress vient par le nombre d'évaluations. Donc, plus il y a d'évaluations, Plus l'enfant stresse. Plus l'enfant stresse. C'est à chaque fois que vous avez un examen, vous êtes inquiète. Est-ce que vous allez réussir, avoir une bonne note? Est-ce que vos parents, si vous avez une bonne note, vos parents vont être satisfaits? Si vous n'êtes pas, vous n'avez pas de bons résultats, donc vous allez avoir des brimades de la part de votre mère. Et donc, je partage avec vous, sincèrement, je partage votre inquiétude. Très bien. J'espère que tu n'es pas stressé d'être à la télé au moins. Du tout. Excellent. Vas-y, ta question. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Manel Bousri. Je suis venue de l'école Boudjmaat Tmim Wahed. Boudjmaat Tmim Wahed. J'ai une question à vous poser. Est-ce que le programme va se changer? Voilà, Bon, c'est la même question C'est une que ta bonne- camarade. Bon, c'est une bonne question. Est-ce que le programme va être changé? Nous sommes dans une étape où nous allons faire les propositions. Nous avons eu des propositions comme, par exemple, alléger un programme. Mais ce n'est pas à moi de trancher et dire, par exemple, je dois changer, enlever telle partie ou telle partie. C'est la Commission nationale des programmes, qui sont des enseignants qui ont passé toute leur vie. Il y a même ceux qui sont en retraite, et donc qui vont se pencher sur la question pour dire, par exemple, sur les 10 ou 15 chapitres que vous avez dans un livre, par exemple, on peut facilement enlever un ou deux chapitres qui sont en trop, qui viennent alourdir le programme. Donc, ça sera lors de la rentrée scolaire, Inch'Allah. Donc vous envisagez de changer un peu le On programme envisage pour la de- rentrée prochaine. oui. Très bien. Bonsoir, ton tour. Bonsoir, monsieur le ministre. Je m'appelle Delia Moulay et je suis en 5e année à l'école Boudjmaat Tmim Wahed à Dararia. Et je voudrais vous poser une question. Est-ce que dans l'examen final, il y aura le 2e tour de 6e année? Oui, cette année, nous n'avons touché à aucun. Donc, à travers ce plateau, je dirais que ce soit pour la 6e année. Donc, il y aura l'épreuve de rattrapage. Pour le BEM ou pour le bac, il n'y aura aucun changement par rapport à l'année dernière. Donc, ça sera
les mêmes conditions, les mêmes... et on نتمنى النجاح إن شاء الله. La suivante, allez-y. Monsieur le ministre, bonsoir. Je m'appelle Nrali Hakima, je suis en 3e année lettres et philosophie, lycée Abdelrahman Mira de Bab Loued. Si vous me permettez, je voudrais poser le problème d'admission post-bac. Comme on sait tous, il y a plus de 2 grandes écoles pour recevoir les bacheliers sciences, maths, mais il n'existe aucune école pour les littéraires. Comme moi. Alors ma question c'est... Vous êtes en classe terminale, c'est ça? Oui. D'accord. Lettres et philosophie. Alors ma question c'est, est-ce que vous pouvez collaborer avec son Excellence, Monsieur le ministre d'Enseignement supérieur, pour créer des écoles pour les littéraires, dans l'avenir bien sûr? Wallahi, je ne connais pas exactement les écoles... C'est un peu sa filière qui nous pose problème. Il y avait l'école nationale d'administration, mais qui ne reçoit plus les bacheliers maintenant. Il y avait l'école nationale d'administration. Mais vous avez des écoles préparatoires. Il me semble qu'il y a actuellement le système a changé. Ce ne sont pas les grandes écoles, ce sont des écoles préparatoires qui forment les 2 premières années de l'université. Et donc, à l'issue de ces écoles préparatoires, se fait le classement par un concours et l'élève a la possibilité d'aller vers 2 ou 3 grandes écoles qui... Non, il y a des gens qui ne veulent pas faire l'université, directement faire une école. Parce que perdre 2-3 ans à faire le concours et tout, il vaudrait mieux avoir des écoles pour les littéraires, justement. Là, peut-être c'est une question qui est plus dirigée pour le ministre de l'Enseignement supérieur, vu que ça relève plus de lui de réorganiser les choses après le bac. Peut-être c'est sa filière littéraire qui doit peut-être lui poser problème, je pense. Mais je peux vous assurer qu'il doit y avoir, je ne connais pas dans le détail, mais il doit y avoir la possibilité d'accéder vers une grande école avec un bac littéraire. L'autre question? Bonsoir, monsieur le ministre. Je suis Bougar Chesmine, 2e année maths à lycée Mera Bab Loued. Je voudrais bien savoir, monsieur le ministre, quelle est votre conception sur l'octroi des bourses à l'étranger pour les élèves ayant obtenu mention excellent au baccalauréat? Merci. Parler des bacheliers. Oui. Bon, je pense que depuis plusieurs années, on ne donne plus de bourses. Parce que je ne sais pas, mon prédécesseur, quelles sont les raisons effectives qui ont fait que... mais on leur offre un bon voyage actuellement. Un bon voyage. Disons, je pense qu'actuellement, le nombre d'élèves qui obtiennent des mentions devient de plus en plus élevé. Je pense par exemple, à partir de mentions très bien, et mention excellent, il doit y avoir peut-être 1500 à 2000. C'est demandé seulement excellent. Excellent. Elle parle des excellents. Excellent, là, 18. Avec 18 de moyenne. Ils étaient 18? Non, avec 18 de moyenne. Avec 18 de moyenne. Non, je voulais savoir le nombre parce que vous savez, ces bourses... C'est une minorité, ça ne dépasse pas les vingtaines peut-être. Ces bourses sont données pratiquement dans le cadre de la coopération avec d'autres pays. Oui. Et bien sûr, ces bourses sont utilisées principalement donc, par le ministère de l'Enseignement supérieur, puisqu'on considère, d'ailleurs même dans le supérieur, auparavant, on donnait une bourse juste après la licence. Maintenant, il faut avoir, avec la licence, on ne peut pas avoir une bourse. Ça veut dire qu'il faut avoir un niveau supérieur pour pouvoir bénéficier d'une bourse à l'étranger. Mais auparavant, on donnait une bourse aux élèves, surtout pour aller étudier en Russie, par exemple. Mais de nos jours, ça n'existe plus. Est-ce que vous avez des projets pour donner des bourses? Je vous dis sincèrement, on n'a pas encore... je n'ai pas d'informations concernant... Ce retour éventuel au retour de bourse. Ouais. Très bien.
Le jeune homme. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Gamah Walid, élève en 3e année maths, lycée Abdelrahman Mira de Bablouet. Et ce que je veux bien savoir, c'est quand est-ce que vous allez prendre en considération la qualité du programme, car jusqu'à nos jours, on n'entend parler que de la quantité et de la surcharge qui dépasse parfois les compétences de l'élève. Ou pas les compétences, mais les capacités de l'élève. Bon, je vous dis sincèrement, le programme a été élaboré par des spécialistes, je dirais, une commission. Maintenant, si je ne peux pas porter de jugement sur ce qui a été fait par mon prédécesseur, ce que je dirais, c'est que éventuellement ce point pourrait être étudié. Maintenant, quand vous dites la quantité, est-ce que le programme a réellement... je vais prendre, par exemple, vous êtes en filière scientifique? Maths. Maths. Est-ce que vous savez qu'en 30 ans à 40 ans, moi ça fait plus de 40 ans que j'ai obtenu mon bac. Je vous assure que les programmes étaient nettement plus chargés, je dis bien, nettement plus chargés qu'actuellement. Ce n'est peut-être pas la quantité qui est enseignée, c'est peut-être la méthode qu'il faudrait, ou l'approche qui serait à utiliser, qui fait que l'élève peut être réceptif. D'ailleurs, un élève aime une matière si l'enseignant arrive à lui simplifier les concepts du cours qu'il est en train de dispenser. Donc, ce n'est pas, je pense qu'actuellement, tout à l'heure on avait évoqué le point des TIC. On peut apprendre énormément par le biais de l'ordinateur. Ce phénomène, aujourd'hui, l'enseignant doit beaucoup plus accompagner l'élève plutôt que de lui enseigner. D'autant plus que maintenant, l'élève, la plupart des choses, il va les ramener de son milieu familial, de l'extérieur et non pas dans la salle de classe. C'est ça. Ça veut dire qu'il n'y a plus l'enseignement qu'on appelle du haut, enfin up-down, pratiquement du haut vers le bas. C'est un enseignement où le principal acteur, c'est l'enseignant. Aujourd'hui, l'enseignant est avec les élèves. Ça veut dire qu'il partage, quand l'élève vient, c'est possible qu'il vienne en ayant consulté un cours ou ayant pu obtenir des connaissances à travers Internet et pratiquement l'enseignant devrait être en mesure de pouvoir être un médiateur. Et certains enseignants s'en plaignent, le fait que les élèves ont recours aux cours finalement, des fois mieux qu'eux. Oui, mais c'est la principale difficulté, c'est que l'enseignant doit se remettre en cause. Et se surpasser aujourd'hui parce qu'il a en face de lui des élèves de plus en plus assoiffés de savoir. Oui. D'accord. Le jeune homme? Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Monsieur le ministre, la question que je me pose, c'est celle... Tu te présentes d'abord? Ah oui, pardon. Alors, Tabet Wassim, 2e année moyenne au collège El Malek Adel Ibrahim. Alors, la question que je me pose, c'est celle de la différence entre ce programme et l'ancien programme. Parce que lorsqu'on discute avec nos aînés et nos parents, ils nous disaient, par exemple, au collège, le programme était moins chargé